commence évidemment par vous remercier d'être ici, puis Pierre-Yves Dietrich de l'invitation, médecine et hygiène de l'organisation, et je soupçonne aussi l'investissement des sponsors pour nous accueillir dans un endroit qui est spécialement charmant et qui nous sort de notre quotidien. Donc merci pour l'organisation. J'espère que les personnes qui sont en haut entendent bien et arrivent à voir les dias. C'est un titre qui a été proposé directement par les organisateurs. Dépistage, faut-il encore en proposer? Et je le trouve spécialement bien choisi. Il y a forcément un jour où on va devoir se poser cette question. Dans l'idéal, c'est parce que les traitements seront tellement efficaces que nous n'aurons plus besoin de faire du dépistage. Nous n'aurons plus besoin d'imposer à des femmes de plus de 50 ans, juste parce qu'elles sont des femmes, qu'elles ont plus de 50 ans, d'aller chercher une maladie. Simplement attendre la maladie, pouvoir la traiter avec 3 pastilles et puis pouvoir guérir de ce cancer. À ce moment-là, il sera urgent d'arrêter le dépistage. Ce n'est pas demain, c'est peut-être pas après-demain, mais une perspective plus lointaine, on peut imaginer, on voit les progrès qu'un jour, on guérira du cancer du sein et donc il n'y aura vraiment plus aucune justificatif de faire du dépistage. L'autre raison de se reposer la question du dépistage, c'est est-ce que nous procurons réellement un bénéfice à l'individu? C'est-à-dire, est-ce que le bénéfice dépasse le risque? En fait, cette question, elle n'est pas anodine, et c'est particulier dans notre société, je vais en parler, où la médecine va chercher la maladie chez des personnes saines. Et à force de faire ceci, tu as présenté les cas d'hypophysite, d'une personne qui avait une certaine maladie, donc nous créons d'autres maladies pour traiter une maladie. Et donc cette question-là, et c'est tout l'enjeu que je vais aborder ici du surdiagnostic, il est vraiment important, il pourrait nous faire reculer même par rapport à des programmes de dépistage où le surdiagnostic serait trop important par rapport aux bénéfices. En fait, la notion de dépistage, elle n'est vraiment pas intuitive, en tout cas elle ne l'était pas il y a quelques années, et maintenant je trouve, en tout cas, je l'exprime peut-être mieux à mon entourage, mais les gens commencent à se comprendre la notion des risques liés au dépistage. Avec le slogan « Prévenir, c'est mieux guérir », c'était impossible d'expliquer qu'en essayant de prévenir une maladie, vous pouviez apporter plus d'effets secondaires sans un bénéfice à une personne. Cette phrase, elle est extrêmement utile, à mon avis, de se rappeler. Tous les programmes de dépistage font du mal. Point. Certains font aussi du bien, point. Parmi ceux-là, virgule. Certains font plus de bien que de mal à un raisonnable coût. Je m'aperçois que je lis comme quand je dicte à mes enfants, maintenant avec les points et les virgules. Mais globalement, c'est parce que nous imaginions que le dépistage, c'était un test. Alors, je rassure ceux qui m'ont déjà entendu parler du dépistage, c'est pour ceux qui n'auraient pas eu ces concepts de base, qu'on aurait pu discuter dans d'autres situations, que je les répète. Après, on passera à des éléments plus nouveaux. Mais le dépistage, c'est vraiment plus qu'un test. Le grand malheur du PSA, c'est qu'on imaginait que le seul effet secondaire du dépistage du cancer de la prostate, c'était l'hématome. En fait, on réalise et on sait maintenant que quand on fait rentrer quelqu'un dans un processus de dépistage, il y a des conséquences beaucoup plus importantes que l'hématome. C'est effectivement les faux positifs, c'est effectivement le risque de surdiagnostic, c'est effectivement le risque d'effets indésirables liés au traitement. Donc c'est vraiment plus qu'un test et il faut toujours essayer de se rappeler de ceci. Et il faut surtout toujours se rappeler qu'il faut une intervention efficace. Si vous n'avez pas d'intervention efficace, et dans notre jargon ça veut dire diminution de la mortalité, il ne faudrait pas proposer un dépistage. Les risques du dépistage et pourquoi on pourrait imaginer ne plus en proposer. Les performances du test, les impondérables, les faux positifs, les faux négatifs, ils existent, ils sont là, on fait avec. Cancer du poumon, on a des algorithmes ensuite, quand on fait du dépistage pour mieux préciser, et puis on accepte que le patient a quelques faux positifs, mais au final, on arrive à lui dire « on s'est trompé ». Le plus grave, c'est le surdiagnostic. On ne se trompe pas, il y a un cancer, mais ce cancer ne se serait jamais traduit cliniquement dans la vie du patient. Et ni le patient, ni le médecin n'est capable de dire quel cancer, à l'heure actuelle, va se développer, avoir un impact dans la vie d'une personne et d'autres pas. Et puis, puisque lorsqu'on a un diagnostic, habituellement on le traite, donc si on a un surdiagnostic, non seulement on pose un diagnostic de trop, mais en général on traite. Dans le doute, on traite. Et c'est du surtraitement.
quand une prostate est enlevée de façon, on va dire, inutile, on connaît tous les conséquences. Quand un sein est enlevé d'une façon inutile pour l'individu, puisqu'il n'aurait jamais lui-même vécu ou eu des signes de la maladie, il y a un grand problème lié au surtraitement. Le paradoxe de popularité, en quelques mots, plus un test est mauvais, plus les gens vont l'utiliser. Et en fait, l'exemple typique que je ne vais pas reprendre ici en long et large, mais c'est le PSA. Le PSA avait tellement de mauvaises performances et le cancer de la prostate était tellement prévalent et tellement silencieux que chaque patient pouvait recommander son médecin parce qu'il était certain qu'il lui avait sauvé la vie. Parce qu'il avait découvert une PSA élevée. Et puis effectivement, si vous faites une biopsie dans une prostate, la probabilité de trouver un cancer est élevée. Si vous l'enlevez, vous-même, vous êtes convaincu d'avoir été sauvé par votre médecin. Or, c'est le taux de surdiagnostic le plus élevé, 50-60%. Mais je vais recommander à mon voisin, à l'équipe de foot, à mon bureau, va voir ce médecin parce qu'il m'a trouvé une PSA élevée et puis sans lui, je serais décédé. En fait, vous ne seriez pas décédé. Par contre, vous avez éventuellement les séquelles du traitement. Donc, plus le test est mauvais, plus la maladie est silencieuse, plus il y a un emballement, et c'est ce qu'on a vu avec le dépistage du cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire qu'au final, il ne faut pas le faire, mais il faut être conscient de cette problématique-là. Le quatrième risque que je vois pour le dépistage, ce serait notre incapacité à fermer la boutique. Parce qu'il faut, je pense, tellement d'engagement pour mettre en place des programmes de dépistage, tellement d'investissement, être tellement convaincu et on le voit, même s'il y a des évidences qui peuvent remettre en question des programmes, j'espère qu'on sera capable d'arrêter les programmes une fois qu'on aura les évidences, soit d'un meilleur traitement ou autre, plus besoin, soit qu'on fait plus de mal que de bénéfices ou de bien aux patients. Le surdiagnostic, j'en ai parlé. Il faut vous imaginer le surdiagnostic comme ce qu'on appelle un biais de sélection pronostique. Les dépistages, par définition, vont sélectionner des cancers beaucoup plus friendly que les agressifs. Si vous avez été capable d'aller au centre de dépistage, lire votre courrier, refuser 4 fois, après il y a encore un rappel, vous dire bon, ça fait 5 ans que je le reçois, j'y vais, aller à 2 pieds au centre de radiologie, vous faire traiter, c'est que vous êtes porteur d'une lésion en général beaucoup plus bénigne que quelqu'un qui se présente avec des nodules, avec des décompensations respiratoires. Donc par définition et par même l'envie du dépistage, c'est de détecter des maladies précoces. Et puis, des fois, elles sont tellement précoces qu'on détecte des maladies qui ne se seraient jamais traduites dans la vie du patient. Donc, c'est le cas extrême du biais de pronostic. Alors, on le savait pour le cancer de la prostate. Je crois que maintenant, tout le monde réalise que c'est entre 50 et 60% des cas de cancer de la prostate qui sont surdiagnostiqués. Une fois de plus, le problème, c'est que ni le patient ni le médecin ne sait lequel il ne fallait pas traiter, lequel il fallait traiter. Mais c'est une donnée très claire. Le surdiagnostic, c'est vite vu, il faut 2 éléments. C'est l'équation qui vous dit il faut qu'il y ait un réservoir de maladies silencieuses, il faut qu'il y ait un pool dans l'organisme de cellules tumorales qui évoluent lentement ou qui évoluent très rapidement, mais que vous êtes tellement avancé dans votre vie que vous n'allez pas voir les conséquences, où il y a tellement de compétition pour vous tuer entre maladies que vous n'allez pas décéder de cette maladie mais d'une autre. C'est la compétition des risques, la compétition de la mortalité. Mais ce qu'il y a actuellement qui fait bouger les lignes, c'est l'activité de détection. Il est peu probable que l'augmentation chez l'être humain des maladies silencieuses soit telle qu'elle explique le surdiagnostic. Par contre, notre activité de détection explose. Avec la technologie, avec l'envie de prévenir, avec l'envie de passer d'une médecine qui ne soigne plus des malades mais des gens en bonne santé, tous ces outils font qu'on est en train d'augmenter cette activité de sélection et donc vous allez mettre en évidence ce pool de tumeurs dormantes ou qui dormiraient tranquillement. Et toutes les maladies ou les maladies en tout cas chroniques, ont une proportion de maladies ou d'éléments dormants. Mais on le découvre une fois de plus parce que en médecine, on a certainement souvent, ou en clinique, on a certainement souvent vu des patients avec des progressions relativement très rapides, peut-être un peu plus lentes, mais qui vont quand même tuer l'individu avant de décéder d'autre chose. Et puis maintenant, avec une médecine préventive, avec les outils, on commence à voir hors clinique de plus en plus de gens effectivement avec des tumeurs beaucoup plus progressives.
qui ne vont pas produire de symptômes, qui ne vont pas causer une mortalité liée à la maladie, jusqu'à ce que l'individu meure d'autre chose. En fait, les évidences, elles sont quand même assez fortes pour dire qu'on est en train de faire beaucoup de surdiagnostic. Et vous avez ici 2 courbes à chaque fois pour différents cancers pour lesquels on a des dépistages qui sont soit fortement proposés, soit pour la thyroïde, on pensait effectivement qu'en palpant plus souvent le cou, on allait effectivement trouver plus de nodules, mais peut-être également trouver plus de nodules ou qui n'auraient pas eu de conséquences, mais après investigation, trouver des cellules peut-être tumorales et trouver plus de cancer de la thyroïde. Il s'avère que quand vous regardez l'explosion du nombre de cas de cancer de thyroïde et le côté immobile de la mortalité liée au cancer de la thyroïde, il doit se passer quelque chose. Il se passe quelque chose. On aimerait, lorsqu'on détecte plus de cas, au moins diminuer la courbe, ou alors une augmentation de la mortalité liée au cancer de la thyroïde si c'était une autre cause que du dépistage, etc. Mais il y a une disproportion entre le nombre de cas et la mortalité. Même chose pour le mélanome, même chose pour le cancer du rein. Et par contre, vous voyez que les 2 inclinaisons à la diminution de la mortalité liée à une explosion des tests, des nouveaux cas de cancer, cancer de prostate et cancer du sein. Donc ici, on se dit, il y a un effet. Puis effectivement, il y a un effet, et pour le sein, et pour le dépistage du cancer de la prostate. Ce qui est plus nouveau, c'est l'estimation, et là je vous donne juste une référence qui vient de sortir, et qui évalue le nombre de cas surdiagnostiqués de cancer du sein lors d'un programme de dépistage, notamment au Danemark. 200 000 femmes, 35 et 84 ans. De façon étonnante, mais qui confirme d'autres travaux, les programmes n'ont pas montré une diminution des cas avancés. Puis il y a d'autres auteurs qui montrent également ça, que les cas avancés de maladies qui devraient diminuer parce qu'on fait du dépistage. Le but, c'est si vous prévenez des maladies au début, il devrait y en avoir moins de maladies avancées par la suite. Vous avez coupé la chaîne. Dans cette étude, il n'y avait pas de diminution. Une fois de plus, les essais cliniques pour le dépistage du cancer du sein ont montré une diminution de la mortalité. Mais dans cette étude-là, en tout cas, il n'y avait pas d'éléments pour montrer une diminution des cas avancés. Ce qui est important de nouveau, c'est que là, tout fraîchement, je crois vraiment que c'est 2017, le surdiagnostic dans le cancer du sein, lorsqu'on n'inclut que les cancers invasifs, là c'est en fonction de la taille, sauf erreur, c'est entre 14 et 40% de surdiagnostic. Lorsqu'on inclut en plus les carcinomes in situ, mais qui vont quand même créer de l'anxiété, des investigations chez les patientes, on arrive à près de 50% de surdiagnostic. Donc c'est quand même un enjeu, on va devoir adresser ça, et la difficulté, ça va être de toujours proposer du dépistage, parce qu'il diminue la mortalité, mais en réalisant l'impact du surdiagnostic. Ce qui est troublant, c'était le cancer de la prostate. On a tous maintenant ces évidences. Cancer du sein, on est tous au courant. Cancer du poumon, je crois même les oncologues nouvellement formés n'imaginaient pas qu'il y avait près de 20% de cas de cancer du poumon qui étaient du surdiagnostic. Et le surdiagnostic, c'est assez inimaginable, mais en fait c'est imaginable parce que dans nos textbooks, on connaît quand même le cancer du poumon d'une personne malade, essentiellement. Après, il y a les approches fondamentales, mais c'est assez récent, et c'est récent qu'on va mettre des grands essais cliniques où on va faire du dépistage du cancer du poumon chez des personnes saines. Et ce sont certainement d'autres maladies. Tu disais, un individu, une maladie, et en fait, je pense qu'un individu sain, un certain type de maladie avec d'autres caractéristiques que nos patients que nous connaissons malades. Et on a souvent confondu les deux, la maladie chez la personne sans symptômes et la maladie chez la personne avec des symptômes. Ce qui est très joli, c'est... ce qui est angoissant, c'est de se dire que faire face à nos patients, parce qu'ils le savent, ils le lisent. On est maintenant dans l'ère du surdiagnostic. Que faire? Alors, il faut cumuler les évidences et comprendre la magnitude du surdiagnostic dans les maladies. Il faut la comparer à la diminution de la mortalité et dire est-ce que ça en vaut la peine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que là, nous n'avons plus d'autre choix que de partager notre incertitude. Et la médecine de précision, ça va être aussi partager notre incertitude en espérant que notre incertitude va diminuer avec la science, avec une médecine de pointe. Mais
nous n'avons plus le choix que de partager notre incertitude à nos patients. Différentes façons, vous connaissez maintenant ces infographies. Le patient doit pouvoir décider avec des éléments qui montrent les bénéfices de l'intervention, mais aussi les risques. Vous voyez maintenant plus récemment qu'on essaye même d'expliquer le surdiagnostic à un participant. Ça devient complexe. On dit que si Jean fait un dépistage, le cancer est trouvé, Jean sait désormais qu'il a un cancer, il est suivi médicalement et va peut-être suivre un traitement. Scénario 2, le cancer n'est pas trouvé, Jean ne sait pas qu'il a un cancer, le cancer n'a pas d'influence sur sa santé, et Jean, dans les deux cas, vit jusqu'à 85 ans. Alors, est-ce que le patient ou le participant comprend que c'est du surdiagnostic? Ce n'est pas encore évident, c'est les premières approches. Mais d'autres commencent vraiment, par exemple en Amérique du Nord, à expliquer le dépistage du cancer de la prostate sur 1000 hommes qui ont un dépistage par PSA, sur 10 ans, il y a une personne, effectivement, qui va bénéficier, qui ne décédera pas du cancer de la prostate grâce à sa participation. Mais il y en a 30 ou plus qui seront diagnostiqués d'un cancer de la prostate, traités avec des effets indésirables qui n'auront en fait pas de bénéfice. Donc là, ça c'est l'information de nos patients. Et ça c'est l'information des participants. Donc nous, on doit quand même être à l'aise avec cette notion de surdiagnostic, je pense. Et puis d'autres infographies et qui sont assez cocasses parce qu'ici c'est de la US Task Force, je vais en parler tout à l'heure, qui faisait des recommandations dont le médecin généraliste s'inspire souvent, en tout cas nous en Suisse, et qui a changé son niveau de recommandation par rapport au dépistage du cancer de la prostate. Et puis c'est sain, ça montre qu'il y a une évolution de la science, il y a des nouvelles données, mais je vais vous dire comment elle a changé. Ça, c'est d'autres infographies qui expliquent aux patients, en fonction du nombre d'hommes dépistés, qu'est-ce qui peut arriver dans les différents cas. La décision informée, je vais juste partager quelques données avec vous, locales, genevoises, aussi pour introduire le fait que vous serez tous acteurs du programme de dépistage du cancer du côlon qui commence à Genève en 2018. Médecin internier généraliste, au cabinet, vous aurez comme mission de partager les risques et les bénéfices, les avantages et désavantages de 2 tests pour le dépistage du cancer de la prostate, du côlon. Côlon. Le FIT et puis la colonoscopie. Pourquoi on doit expliquer ceci? Parce qu'il y a 2 tests. Quand il n'y en a qu'un, c'est un peu plus simple. Quand il commence à y avoir plus de tests, avec des inconvénients, des bénéfices, on doit partager cette information. Vous connaissez les avantages et les désavantages. Ce qui est très intéressant, c'est que nos collègues lausannois se sont inspirés de une enquête sur 600 médecins de premier recours qui ont répondu à des questionnaires, qui ont fait des séminaires, et puis ils ont comparé une centaine de questionnaires de gens qui allaient dans des séminaires d'information au point. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'au tout début, on a regardé qu'est-ce que vous recommandez à vos patients comme test, colonoscopie ou le FIT. 70% proposent la colonoscopie, ceux qui participent à des séminaires, 60% environ la colonoscopie. Donc on est en grande majorité au cabinet en train de proposer la colonoscopie. Est-ce que c'est le cas de plusieurs d'entre nous installés? On a tendance. À nous maintenant de réaliser que c'est une décision que nous ne devons pas prendre pour le participant ou le patient qui va venir dans vos cabinets. Parce que lorsqu'on pose la question aux participants, est-ce que c'est ce que nous avons fait en envoyant 3000 questionnaires à des Genevois et des Genevoises, qu'on leur montre l'information des avantages et des désavantages du dépistage, qu'on leur explique la procédure, qu'on leur explique de nouveau les inconvénients, les avantages. En fait, le participant, lui, contrairement à ce que nous faisons au cabinet, est beaucoup plus balancé. On est à 48% de gens qui choisiraient la colonoscopie, mais il y a toujours près de 40% de gens qui préfèrent la recherche de sang occulte dans les selles. Et je pense que nous, notre mission, c'est de rééquilibrer aussi ceci, simplement aussi pour que le programme de dépistage fonctionne. Pour si l'ensemble des participants au programme sont orientés par nos soins à la colonoscopie, il y aura des délais, il y aura certainement certaines problématiques et surtout, on n'aura pas respecté la préférence de l'individu. Donc ça, juste pour vous dire que si vous voyez de l'information partagée dans les brochures, ça peut être justifié parce qu'au final, il y a quand même beaucoup plus de participants qui choisissent la recherche de sang occulte dans les selles que nous ne le pensons probablement au cabinet.
Dans quelle mesure pensez-vous que votre médecin va influencer votre choix entre coloscopie et une recherche de sang dans les selles? Dans 55% des cas, les gens pensent dans une large mesure le médecin va influencer la décision. Donc on a un rôle majeur dans la décision finale. Deuxième partie, en fait, c'est trop simple le dépistage. Quand on voit la complexité des choses, il est peu probable qu'un système, comme je disais, qui ne repose que sur le genre d'une personne et l'âge, soit optimal. Au niveau de la complexité des choses, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on est vraiment à la pointe lorsque, tac, vous avez passé 50 ans, c'est à partir de maintenant qu'il faut faire le dépistage, simplement parce que vous avez passé 50 ans. C'est vraiment extrêmement dichotomique et basé effectivement sur une augmentation du risque, mais ça ne va plus tenir longtemps, cette simplicité dans les indications. On recommande au HUG les différents dépistages. Je vous laisse aller reconsulter ce document. Je crois qu'il est consulté, en tout cas. Pour dire que c'est simple, pour dire que ces dias sont à disposition si tout d'un coup vous voulez, comme rappel, en fait, entre le cancer du sein, col de l'utérus, colorectal, poumon, les recommandations avec les différents niveaux. Ici, typiquement, le niveau C, pour la décision partagée pour le dépistage du cancer du sein. Mais surtout, vous demandez si vous remarquez qu'il manque un dépistage. Prostate, exactement. Et la prostate, l'histoire de la prostate, je vous dis, elle est extrêmement intéressante parce que il y a une diminution de la mortalité, mais globalement liée au dépistage du cancer de la prostate. Ça diminue la mortalité. Sauf que là, de nouveau, il y a un taux de surdiagnostic très important. Et d'où les discussions parfois viriles dans les éditoriaux, etc., parce qu'il y a cette situation-là. Certains vont voir surtout l'avantage sur la mortalité et d'autres le surdiagnostic. Et ce qui est très très beau, c'est que cette grande organisation qui passe beaucoup de temps à revoir la littérature, à remettre les recommandations lorsque des nouveaux travaux sortent, avant 2012 disent « je ne sais pas s'il faut faire du dépistage ou pas ». En 2012, après un essai clinique, vous ne savez, pas concluant en Amérique du Nord, même si en Europe il avait été concluant, en 2012, ils disent qu'il ne faut pas le faire. En 2017, ils vont opter pour, entre 55 et 60 ans, il faut informer l'homme qu'il existe un dépistage du cancer de la prostate. Après 70 ans, il ne faut pas le faire. Mais donc, ils sont revenus en mai 2017, et c'est encore pour parler, à une décision partagée, c'est le participant qui choisit. Justement parce qu'il y a ces deux, il y a le bénéfice, mais il y a aussi un risque. Et ce qui m'enchante, c'est que ceci, c'est en 2017, et au HUG, au SMPR, en 2010, nous avions déjà opté pour une décision individuelle partagée au vu des évidences. Mais c'est extrêmement sain qu'une agence change ses recommandations. Et souvent, ça nous rend perplexes. Souvent, mes collègues disent « mais qu'est-ce que c'est ça? Mais avant, c'était du D, maintenant, c'est du I ». C'est la science. Ça nous prouve que la science avance et qu'il y a des évidences qui s'accumulent. Ça ne doit pas être déstabilisant, ça doit être réconfortant. Je terminerai par quelques nouveautés liées en 2017 sur le dépistage. Alors, évidemment, il faut... Le mot-clé, c'est précision. Donc, dépistage de précision, il est probable qu'au lieu des recommandations générales de fumeurs ou d'anciens fumeurs qui ont au moins 30 UAP dans les dernières 15 années, de proposer un dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose. Ça, c'est les critères, ces 3 critères. Dans la population change. Et aux États-Unis, il y a une diminution de la prévalence du tabac. Et on se rend compte que ces indicateurs, ces critères d'inclusion ne tiennent plus. Parce que la population éligible pour participer au dépistage des fumeurs diminue. Donc en fait, on aura bientôt plus assez de fumeurs actifs pour que nos programmes de dépistage du cancer du poumon soient efficaces. Donc ce qui est recommandé, ou ce qui est étudié, c'est, à l'aide d'outils, et ça c'est pas nouveau, c'est d'individualiser le risque. Et avec d'autres critères, trouver exactement quelle personne doit avoir un dépistage du cancer du sein. Ce n'est pas 30 UPA, ça sera un continuum beaucoup plus lisse. Ça, c'est possible que ça remplace nos indications, nos critères que nous suivons aujourd'hui. Maintenant,
Le dépistage du cancer du poumon, il est peu implémenté, et puis vous imaginez pourquoi. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Bon, déjà, on a d'autres choses à faire. Pardon? Ouais, il est très bas, en fait. Il est étonnamment bas. Mais c'est assez... le scanner, il y a quand même... il y a l'irradiation. Et c'est assez troublant d'imaginer qu'on va irradier quelqu'un pendant 10 ans, chaque année, pour prévenir une maladie, conceptuellement. Mais peut-être que la balance est favorable. Et juste vous dire qu'un papier suggère, je vais passer un peu plus vite là-dessus, qu'il y a 3 à 8 cancers induits par l'irradiation pour 10 000 adultes suivant le programme de dépistage pendant 10 ans. Par contre, on estime que c'est acceptable vu la réduction de la mortalité liée au cancer du poumon qui est de 20%. Mais de nouveau, là, on a un choix à faire. C'est-à-dire que pour un certain bénéfice, 3 à 8 cancers seront induits liés à l'irradiation. Ça, c'est l'infographie qui montre juste l'évolution. Les 2 dernières slides. Dépistage 4.0. En fait, je manque de slides, mais ça va aller très vite. Il faut qu'on résiste à la tentation et à l'erreur d'implémenter des nouvelles technologies qui ne sont pas utiles. Il faut être extrêmement enthousiaste, investir dans toute cette technologie, mais toujours être dans la retenue avant de l'implémenter. Chaque matin, certains se réveillent avec un tweet. Nous levons bientôt chaque matin avec un autre tweet, ici de Forbes, qui nous parle d'un nouveau test, qui pour $500 va vous détecter 6 cancers, etc. Alors on va passer rapidement ce tweet en disant que ce n'est pas important, sauf qu'il y en aura de plus en plus de ces tweets. Ici, c'est la croissance économique liée à ces nouveaux tests, à ces biomarqueurs. Là, c'est noir et rouge sur blanc, c'est-à-dire c'est un marché. S'il faut investir, vous avez ici, on vous dit il faut investir. Le nombre de patients avec cancer va exploser. Donc c'est des courbes qui sont extrêmement intéressantes. Et là, il y a les acteurs. Par contre, ça c'est le prix, par contre, cette dia faisait allusion à ce que tu parlais tout à l'heure, la signature immune dans le sang, la signature ADN. Vous prenez une prise de sang, vous arrivez à essayer de repérer un cancer lié à l'ADN circulant. On se dit, bon, juste là, nouvelle technologie, sauf que ça commence à être du JAMA. Le tweet, on essaie de comprendre d'où il vient d'un papier dans Science. Donc Science vraiment publie ce papier sur une étude qui, grâce à la signature ADN dans le sang, donc une prise de sang, et vous pourriez détecter tous ces cancers. Or, en fait, vous voyez que plus ça change, plus c'est la même chose. On détecte surtout des stades avancés, et ce n'est pas le but. S'ils sont avancés, on a des cliniciens et d'autres imageries qui détectent ces maladies. Et puis, ici, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on va être capable de distinguer entre cancers, mais c'est une chose en dire est-ce qu'il a la syphilis ou le cancer, ou dire quel est son risque de cancer. C'est une autre chose. Distinguer les cancers, c'est une chose. Prédire la survenue d'un cancer, c'en est une autre. Et c'est le grand lac, on va dire, de l'utilité clinique. Je passe rapidement là-dessus pour conclure. C'est que s'il n'y a pas d'utilité clinique, il faut se retenir. Le MOOC, dépistage pour ceux qui n'en auraient pas eu assez. Qui n'en a pas eu assez du dépistage? Mais vous pouvez le suivre gratuitement sur ce site-là. Merci infiniment. Merci beaucoup Idriss. Le temps qu'il se désaltère, on a le temps peut-être pour 1 ou 2 questions, parce que le reste se fera pendant la pause. La première main, tu es là-bas. Désolé. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. On est bien d'accord, un dépistage ou un diagnostic précoce va prévenir un certain nombre de catastrophes médicales et un certain nombre de morts. Et le mot prévention, il est venu souvent dans votre discours, à tel point qu'à un moment, vous avez dit, remis en question, prévenir vaut mieux guérir. Alors, je crois qu'on doit se rappeler que la prévention, ce n'est pas la même chose que le dépistage. La prévention, c'est pas fumer, avoir des comportements qui diminuent le risque. Le dépistage, c'est une autre démarche, et je dirais qu'il faut continuer à dire, prévenir vaut mieux que guérir. Si je peux vous permettre. En fait, je vous corrigerai quand même.
Parce qu'en fait, le dépistage, l'autre mot, c'est la prévention secondaire. Alors, prévention secondaire, ce n'est pas la même chose que prévention primaire. Mais là, tout le long, je parlais de la prévention secondaire. Mais c'est une prévention, sauf la maladie a commencé. Faire du sport, ne pas fumer, votre objectif, c'est d'éviter que la maladie commence. La prévention secondaire, le dépistage, il veut mettre en évidence le processus pathologique plus tôt. Mais, donc, on s'entend, prévention primaire, personne ne va vous dire il ne faut pas courir, il ne faut pas fumer, disons, en tout cas aujourd'hui. Merci pour votre excellent exposé. Une petite question. Est-ce que c'est au niveau du dépistage qu'il faut faire preuve de revenus ou au niveau de la prise en charge des lésions qui seraient effectivement détectées par dépistage et non pas à cause de symptômes? Et à ce moment que l'attitude, effectivement, ce serait plutôt de suivre wait and see et voir si ces lésions se développent avant de commencer à charcuter des gens inutilement. Ouais, mais c'est une excellente question. Et je crois que vraiment, on doit se poser et réfléchir. L'un est en train d'aller parallèlement à l'autre. Typiquement, la prostate, on nous dit maintenant, mais c'est plus un problème, on fait du wait and see, watchful. Mais c'est vrai que parce que certains ont montré le surdiagnostic. C'est la conséquence de cette prise de conscience du surdiagnostic que maintenant on fait du watchful waiting. Donc il faut continuer ça. Les progrès d'IRM, avec la physiologie qui peut être lue maintenant par l'IRM, vont faire effectivement qu'on devrait rapidement, le plus rapidement possible, dire à la patiente ou au patient, circuler, il n'y a rien à voir. Mais déjà là, on a fait rentrer le patient dans un processus qu'on va pouvoir libérer à un moment donné en disant, circuler, il n'y a rien à voir, mais il est rentré dans un processus.